Le jour que Léo redoutait est arrivé. Le jour qu'il n'aurait jamais imaginé vivre, même dans ses pires scénarios. Aujourd'hui, c'est son jour de jugement. Assis dans le box des accusés, vêtu d'une chemise repassée à la main par Mariama la veille, Léo ne parle pas. Il regarde, il écoute, et il respire lentement, comme pour se convaincre qu'il est encore vivant. Ce qu'il vit aujourd'hui, il ne l'avait pas vu venir. Pas même dans ses cauchemars de voleur. Il avait réussi l'impossible. Retrouver une famille qu'il croyait ne jamais avoir. Sa mère, son père, son frère, sa sœur. Et maintenant, à peine ses liens cousus, tout semble prêt à se déchirer à nouveau. Le tribunal est plein à craquer. Les bancs craquent sous le poids des regards. À gauche, la famille de la victime, des visages marqués, endeuillés, parfois glacés de colère. À droite, Mariama est là, tendue, les mains crispées sur son sac. Paul fixe le juge, le visage fermé. Maman Esther, dans sa dignité usée mais intacte, garde la tête haute, mais ses yeux sont rouges. Léo, lui, essaie de comprendre ce qui s'est passé. Comment il en est arrivé là? Les événements se sont enchaînés avec une rapidité cruelle. Après avoir sauvé son père d'un assassinat potentiel, dévoilé son identité et fait arrêter les criminels qui menaçaient sa famille, Léo avait vu sa couverture de voleur professionnel s'effriter. Trop de gens savaient désormais qui il était, ce qu'il avait fait dans l'ombre. Pour se faire oublier, il avait décidé de disparaître un temps, mais pas sans protéger sa nouvelle famille. Il avait renforcé la sécurité de la villa, caméras discrètes, système d'alarme inviolable, tout pour les garder à l'abri en son absence. Il pensait partir, simplement, disparaître, comme il l'avait toujours fait. Il avait ses raisons. Mais une petite erreur de dernière minute avait tout fait basculer. Des accusations graves furent aussitôt portées contre lui. Les chaînes de télévision, les journaux, les réseaux sociaux, tous avaient relayé l'affaire en boucle, à la vitesse de l'éclair. Traqué sans relâche, il avait été arrêté à l'aéroport, alors qu'il s'apprêtait à partir. Les agents l'avaient intercepté, passé 2 appels pour vérifier et l'avaient placé en garde à vue. La nouvelle avait secoué sa famille. Paul et Mariama, encore sous le choc de leur retrouvailles, étaient dévastés. Aminata et Moussa, ses frères et sœurs, murmuraient leur incrédulité. Maman Esther, la vieille dame qui l'avait élevée à l'orphelinat avec une tendresse infinie, avait pleuré en silence, bouleversée par cette accusation qui ne collait pas à l'homme qu'elle connaissait. Et maintenant, il est ici. Le juge entre. L'audience commence. « Monsieur Léo, dit le magistrat, pouvez-vous nous dire où vous étiez le jour du drame, entre 13h30 et 14h30 » Léo lève la tête, croise brièvement le regard du juge. Il ne flanche pas, il parle avec calme. « J'étais à la maison, chez mes parents. Je passais du temps avec eux, c'était un après-midi comme les autres. » Le procureur fronce les sourcils, prêt à bondir. Mais le juge poursuit. « Quelqu'un peut confirmer cela ?»« Oui, répond Léo. Mon père, ma mère, même ma sœur, ils étaient tous là. On appelle Mariama à la barre. Elle confirme. Sa voix tremble, mais ses mots sont clairs. Paul confirme à son tour. Il était présent. Léo était là. Un murmure s'élève. Le juge hoche la tête. Note. Le procureur se lève d'un pas lent, presque théâtral. « Votre honneur, nous avons une pièce à conviction à présenter. Une vidéo. Elle a été fournie par la partie plaignante. » Le juge acquiesce. L'écran du tribunal s'allume. Léo tourne légèrement la tête, curieux. Il ne s'attend à rien de significatif. Il pense à une erreur, un malentendu, un dossier monté à la va-vite. La vidéo démarre. Caméra de surveillance. Un angle flou mais net. Une voiture blanche, garée sur un terrain vague. Un homme s'approche. Il regarde autour de lui. Il se baisse. Il sort quelque chose de sa poche. Puis, lentement, il glisse l'objet juste au niveau des amortisseurs du pneu avant droit. Pause. Zoom. Le visage. C'est Léo. Silence dans la salle. Un silence qui s'effondre sur lui comme une enclume. Léo reste figé. Ses yeux écarquillés fixent l'écran. Son souffle se bloque. Il ne comprend pas. Il ne sait pas d'où sort cette vidéo. Il ne se souvient pas avoir fait ça. Le juge le regarde. « Monsieur Léo, reconnaissez-vous cette vidéo ?» Aucune réponse. Léo regarde autour de lui. Il cherche un point d'ancrage. Mais tout vacille. « Monsieur Léo, » insiste le juge. Il finit par murmurer sans certitude. « Je ne comprends pas. » Le procureur bondit. « Vous ne comprenez pas? Pourtant, c'est vous. Vous êtes bien sur cette vidéo. Et cette voiture appartient à Monsieur Bren. Et le jour du drame, ce n'est pas lui qui l'a utilisée. C'est sa nièce. Elle est sortie avec, et à quelques kilomètres de là, le pneu a explosé. La voiture a dérapé. Elle est morte sur le coup. » Le juge garde le silence. Il regarde Léo encore. « Vous avez vu les images, monsieur. Avez-vous quelque chose à dire ?» Léo se lève lentement. Sa voix est presque étranglée. « Je ne me souviens pas avoir fait ça. » Dans la salle, Mariama baisse les yeux. Paul, lui, semble figé.
Maman Esther prie à voix basse. Léo comprend. Il comprend que ce qu'il affronte aujourd'hui, ce n'est pas une simple accusation. Pour la première fois de sa vie, ce voleur professionnel, maître des ombres et des plans impeccables, se sent dépassé, face à quelque chose de plus grand, de plus sombre que lui. Un piège invisible, une trahison qu'il n'avait pas vu venir. Le jugement ne faisait que commencer, mais déjà, il comprend. Cette fois, il n'est plus le chasseur. Il est la proie. Le silence s'était installé dans la salle après la diffusion de la vidéo. Une tension dense, presque physique, pesait dans l'air. Léo n'avait pas bougé. Il regardait droit devant lui, les mâchoires crispées, le souffle court. Il avait vu son propre visage, ses gestes, cette scène qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir vécue. C'est alors que, pour la première fois depuis le début de l'audience, son avocat se leva. « Monsieur le Président », dit-il d'un ton grave, au regard des éléments nouveaux apportés à cette audience, et notamment cette vidéo dont la défense n'avait pas connaissance jusqu'à l'instant, je sollicite une suspension d'audience pour pouvoir me concerter avec mon client. Le juge acquiesça, l'air légèrement surpris, mais compréhensif. Demande accordée. L'audience est suspendue pour 15 minutes. Un brouhaha s'éleva, vite maîtrisé. Léo fut conduit dans une salle attenante avec son avocat. Derrière eux, les regards se croisaient, les chuchotements s'intensifiaient. Dans la petite pièce grise, l'avocat de Léo referma la porte avec lenteur, puis se tourna vers lui. « Léo, c'est quoi cette histoire ?» souffle-t-il abasourdi. « Tu m'as caché quelque chose? Tu veux saboter ta propre défense? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'étais là-bas ce jour-là » Léo gardait la tête baissée. Sa voix était posée, mais chargée. « Maître, je vous dis la vérité. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Ce monsieur Bren, je ne le connais même pas, ni lui, ni sa nièce. Je ne sais même pas pourquoi je serais allé trafiquer sa voiture. J'ai été arrêté, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Donc tu me jures que tu ne connais pas cet homme ?» reprend l'avocat. « Je vous le jure, ni lui, ni sa famille. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai aucun lien avec eux. » L'avocat soupire longuement, passe une main sur son front. « Bon, tu me confirmes donc, tu ne connais pas ce monsieur Brain, tu ne connais pas sa nièce, et tu n'as jamais rien saboté sur leur véhicule. » « Oui, maître, c'est la stricte vérité. » L'avocat le fixe longuement, puis hoche lentement la tête. « D'accord, on va reprendre, et je vais faire ce qu'il faut. » Quelques minutes plus tard, l'audience reprend. Le juge tape du marteau. La séance est reprise. « Maître, vous avez la parole. » L'avocat de Léo se lève, s'avance calmement vers le centre de la salle et s'adresse aux juges. « Messieurs les juges, chers membres du ministère public, représentants des parties civiles, commence-t-il. Mon client, Monsieur Léo, est accusé d'avoir saboté le véhicule ayant causé la mort de la nièce de Monsieur Bren. Une accusation grave. Mais nous tenons à préciser ceci. Monsieur Léo n'a jamais connu cette famille. Il ne connaît ni Monsieur Bren, ni sa défunte nièce, et n'avait aucune raison, personnelle ou professionnelle, de leur vouloir du mal. Il marque une pause. Tout porte à croire que ce dossier est un coup monté. Nous avons un alibi solide, validé par plusieurs témoins. Le jour du drame, monsieur, Léo était avec sa famille. Sa mère, son père et sa sœur l'ont confirmé à la barre. Il ne pouvait matériellement pas être à deux endroits au même moment. Il se tourne vers le banc des juges. Messieurs les juges, la défense rejette donc avec fermeté ces accusations infondées et exige que toute la lumière soit faite sur l'origine de cette vidéo et les véritables intentions de ceux qui l'ont transmise. Il se tourne ensuite vers Léo, encore dans le box. « Votre honneur, j'appelle l'accusé à la barre. » Le juge hoche la tête. Léo se lève, traverse lentement la salle et se place au pupitre en face du président. L'avocat continue d'un ton calme et clair. « Monsieur Léo, confirmez-vous ici devant cette cour que vous ne connaissez pas Monsieur Brain, ni sa nièce, ni aucun membre de cette famille. » Je confirme. « Aviez-vous une quelconque raison, intérêt ou mobile personnel de vouloir nuire à cette famille? » Aucun. « Étiez-vous présent à proximité du véhicule concerné ce jour-là? » Non, j'étais chez moi. Merci. Messieurs les juges, la défense a terminé. L'avocat retourne s'asseoir, mais déjà, le procureur se lève. Votre honneur, avec votre autorisation, je souhaiterais soumettre l'accusé à un contre-interrogatoire. L'avocat de Léo bondit aussitôt. Objection, monsieur le président. L'interrogatoire a déjà eu lieu. Mon client n'a pas à subir une procédure inquisitoire déguisée. Le juge tranche. Objection rejetée. Le ministère public peut interroger l'accusé. Le procureur avance lentement. Monsieur Léo, reconnaissez-vous avoir déjoué une tentative d'assassinat contre votre père Paul, il y a quelques semaines? Oui. Vous reconnaissez que la femme de votre père, Aïssatou, avait planifié de l'empoisonner avec l'aide de son amant David? Oui. Et que ce jour-là, vous vous étiez introduit dans leur maison pour un cambriolage? C'est exact.
C'est donc en tant que voleur que vous avez assisté à cette tentative d'empoisonnement et que vous avez ensuite décidé de vous infiltrer dans la maison pour empêcher le meurtre, sans savoir que l'homme que vous protégiez était en réalité votre propre père. Léo hoche la tête, la gorge serrée. Oui, c'est la vérité. Le procureur continue implacable. Vous avez donc fait arrêter Aïssatou et son complice David, qui menaçaient la vie de votre père. Oui. Le procureur tourne lentement autour de la salle. Et à la suite de cette affaire, vous avez renforcé la sécurité du domicile familial, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais quelque chose dans le ton du procureur fait tiquer Léo. Il fronce les sourcils. Son regard devient plus attentif. Il comprend que quelque chose se prépare, mais il ne sait pas quoi. Monsieur le Président, reprend le procureur en se tournant vers les juges, l'accusé vient de confirmer qu'il a déjoué un assassinat contre son père, qu'il a arrêté les coupables et qu'il a sécurisé la maison pour empêcher de futures représailles. Il marque un silence. La salle entière retient son souffle. Mais Monsieur Léo ne s'est pas arrêté là. Il sort un dossier, le dépose sur le pupitre et poursuit. Quelques jours après l'arrestation de David, complice présumé d'Aïssatou, celui-ci a été transféré en détention. Et il y a 5 jours, David a été retrouvé mort dans sa cellule, poignardé à 6 reprises. Un frisson traverse la salle. Léo ouvre grand les yeux. Il ne comprend pas. « Voici les photos du corps de David », dit le procureur en les brandissant. Les caméras de surveillance de la prison ont subi des défaillances. Aucun agent ne l'a vu venir. Mais les traces sur la scène laissent penser à un acte planifié. Or, David n'avait qu'un seul ennemi déclaré, Léo. « Et vous pensez que j'ai fait ça ?» lâche Léo, choqué. « Messieurs les juges, voici ce que nous soutenons. Léo, après avoir découvert sa famille, a voulu les protéger à tout prix. Il a éliminé ceux qui les menaçaient. Aïssatou et David sont tombés. Mais David avait un frère, Monsieur Brain. Autre figure connue du banditisme. Autre menace potentielle. Voilà pourquoi, quelques jours plus tard, Léo s'en est pris à sa voiture. Le juge fixe Léo. La salle est médusée. Mariama ne bouge plus. Paul serre les dents. Maman Esther baisse la tête. Le procureur conclut. Messieurs les juges, tout s'explique. Monsieur Léo a voulu éliminer toutes les menaces avant de disparaître. Et en voulant faire justice lui-même, il a causé la mort d'une innocente. C'est faux, hurle Léo soudainement. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je ne connais pas Brain, je n'ai pas tué David, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Le juge frappe du marteau. Silence dans la salle. Accusé, vous ne pouvez prendre la parole sans y avoir été autorisé. Une autre interruption de ce genre, et vous serez reconduit dans votre cellule. Léo se fige. Il tremble. Pas de peur, mais d'incompréhension. Cette fois, ce n'est plus un procès, c'est une mise en scène, et il n'en contrôle plus rien. Le silence revenu dans la salle était trompeur. Il ne portait pas la paix, mais la tempête. Le procureur, toujours debout face au juge, s'apprêta à reprendre la parole. Léo, à la barre, gardait la tête baissée, ses poings serrés sur le pupitre, son regard noyé dans un vide intérieur. Les mots du procureur résonnaient encore en lui. David, assassiné, en prison. Par lui, tout semblait irréel. Mais le procureur, lui, n'en avait pas terminé. Il s'avança de quelques pas, lentement, précis. « Messieurs les juges, dit-il d'un ton plus grave, je vous demande de considérer une chose essentielle dans ce dossier. Le prévenu, Léo, n'est pas un citoyen ordinaire. Il ne l'a jamais été. » Il se tourna vers le public, puis revint vers les magistrats. Léo s'est introduit dans une maison en tant que voleur. Un voleur, messieurs, pas un sauveur. Il n'est pas entré dans cette demeure par générosité ou par devoir moral. Il y est entré pour voler. C'est ce qu'il est, au fond. Un cambrioleur professionnel, un homme habitué à manipuler, à mentir, à disparaître. Ce qu'il a fait ensuite n'efface pas le crime initial. Ce n'est pas parce qu'on empêche un meurtre qu'on devient un saint. La voix du procureur se faisait plus tranchante, plus froide. Il poursuivait implacable. Et aujourd'hui, ce même homme est accusé de sabotage, d'avoir provoqué un accident mortel, d'avoir tué une jeune fille, une innocente, la nièce de Monsieur Brain, une jeune femme brillante, pleine de vie, arrachée à ses parents, à ses projets, à l'avenir qu'elle méritait. Pourquoi? À cause d'un criminel, d'un voleur, d'un meurtrier. Dans la salle, un frisson général parcourut les bancs. Mariama, assise à droite, s'effondra. Sa main sur sa bouche, ses épaules secouées de sanglots. Sa sœur serra ses bras contre elle, les larmes roulant sans contrôle. Paul, jusque-là impassible, baissa les yeux. Des larmes lourdes perlèrent à ses cils. Léo, debout à la barre, n'avait pas bougé. Mais ses joues, elles, étaient humides, silencieuses. Il pleurait. Et ce fut à ce moment-là que maman Esther se leva, lentement. Puis, d'un seul souffle, éclata. « Mais ferme-la » Le cri déchira la salle comme un coup de tonnerre. Le procureur sursauta.
Le juge releva brutalement la tête. Les agents de sécurité sauraient dire « Madame !» lança le président, outré. « Vous n'avez pas le droit d'interrompre l'audience. Je vous rappelle que nous sommes dans un tribunal. Si vous persistez, je demanderai à la sécurité de vous escorter. » Mais maman Esther n'avait pas terminé. Elle s'avança d'un pas, les yeux en flammes, le doigt pointé vers le procureur. « La famille que tu défends là, cette famille de criminels, combien ils t'ont promis, hein? Tu viens d'avouer toi-même que ce David et ce Brain faisaient partie d'un gang. Et tu les défends? Ils t'ont promis quoi? Ils vont te donner quoi? Une villa? Une promotion? Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Tu défends des criminels en détruisant mon fils, mon Léo. » Le président se leva. « Madame, c'est un procureur de la République à qui vous vous adressez. Un peu de respect. » Maman Esther, les poings tremblants, hurla. « Procureur, je m'en fous de ton procureur. Monsieur le procureur, avec tout le respect que je te dois, ton Modia Pro Max. Celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à venir me chercher. » Les murmures devinrent vacarmes. Le président frappa de son marteau. « Sécurité! Faites sortir cette dame immédiatement. Elle perturbe le bon déroulement de l'audience. » 2 agents s'approchèrent de maman Esther, qui ne résista pas. Mais alors qu'ils l'escortaient, elle se retourna une dernière fois vers Léo, brisée et en pleurs. « Laissez mon Léo !» cria-t-elle. « Vous vous trompez tous. Ce garçon que vous traitez de voleur, il est plus humain que vous tous réunis. Mais ça, vous le saurez plus tard. Condamnez-le, tuez-le. Un jour, vous le regretterez. Un jour, vous allez le payer, bande de tocards. » Ces cris résonnèrent même après qu'on l'eût sorti de la salle. Le président laissa retomber son marteau. Il respira profondément. « Que chacun retrouve sa place. L'audience va reprendre. Je demande à ce que le calme soit strictement observé, sans quoi des sanctions seront prises. » Léo, toujours debout, ne disait rien, mais tout dans son regard avait changé. Une chose venait de se briser, et le procès n'était pas encore terminé. L'ambiance dans la salle d'audience n'avait plus rien de judiciaire. C'était devenu un champ de guerre silencieuse, où les regards accusaient, où les silences pesaient plus que les mots. Les larmes de maman Esther flottaient encore dans l'air comme une plaie ouverte que personne n'osait refermer. Le président, après avoir tenté de rétablir le calme, se tourna lentement vers le procureur, qui n'avait toujours pas regagné sa place. « Vous pouvez poursuivre, maître. » Le procureur s'avança d'un pas, avec une froideur méthodique. Ses yeux ne quittaient pas Léo. « Messieurs les juges, je veux revenir un instant sur ce que nous savons. Léo, que vous voyez là, n'est pas un accusé comme les autres. Il est entré dans une maison avec des intentions criminelles. Il a ensuite infiltré une famille, dissimulé son identité, manipulé des situations, et aujourd'hui, 2 morts. 2. Il leva 2 doigts lentement. Une jeune fille innocente, morte dans un accident provoqué, et un homme retrouvé poignardé en prison dans des circonstances troublantes. Et dans les 2 cas, l'ombre de Léo plane au-dessus des faits. Est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence que ce soit précisément les 2 personnes qui, si elles avaient vécu, pouvaient représenter un danger potentiel pour sa famille? Léo baissa la tête, les mâchoires crispées. Il serrait les dents, se battant intérieurement contre la colère, l'injustice, l'incompréhension. Tout en lui criait à l'aberration, mais il ne disait rien. « Messieurs les juges, poursuivit le procureur, cet homme, ce Léo, est un calculateur. Il a voulu protéger les siens, sans doute. Mais il l'a fait en se transformant en justicier, en juge et bourreau. Il a voulu tirer un trait sur son passé, mais en traçant une ligne de sang. Voilà ce que nous avons face à nous. Un individu dangereux, méthodique et prêt à tout. » Il marqua une pause. Dans la salle, le silence était glaçant. Même les soupirs semblaient interdits. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, ce sont les faits. Puis, se tournant vers les juges avec solennité, « Je vous demande, en toute responsabilité, de rendre justice. Pas pour punir, mais pour protéger. Pour éviter qu'un autre père enterre sa fille. Pour éviter qu'un autre frère tombe en prison sans en sortir vivant. Ce tribunal a le devoir de condamner cet homme avec la sévérité que méritent ses actes. » Un murmure monta. Léo ferma les yeux. De l'autre côté de la salle, Mariama s'effondra une seconde fois. Sa sœur tenta de la soutenir, mais ses propres forces la trahissaient. Paul détourna les yeux, submergé. Et maman Esther, absente loin désormais, hurlait encore dans les mémoires. Le juge consulta les membres du jury, puis il s'adressa à l'avocat de la défense. « Maître, avez-vous quelque chose à ajouter avant que le jury se retire pour délibérer ?» L'avocat de Léo se leva lentement. Il était pâle, vidé, mais ses yeux brillaient d'une colère froide contenue. « Oui, monsieur le président. » Il s'avança, sa voix posée, mais vibrante. « Ce que nous avons entendu ici est un réquisitoire, pas une recherche de vérité. On a jugé un homme avant même de l'entendre. On a oublié une chose essentielle. Léo n'a pas fui.
Il n'a pas résisté à son arrestation. Il s'est présenté devant vous sans mensonge. Il a répondu aux questions. Il a nié. Et il a droit à ce doute. Ce doute que la loi protège, que la justice garantit. Ce doute raisonnable que tout homme mérite. Il fit un pas de plus vers les juges. Ce n'est pas parce qu'un homme a un passé que son avenir est écrit d'avance. Ce n'est pas parce qu'il a été voleur qu'il est devenu assassin. Et ce n'est pas parce que des criminels l'accusent que leurs mots deviennent vérité. Il se tourna vers Léo, puis vers le public. On juge ici un homme, pas un fantôme, pas une caricature. Un homme qui pleure, qui souffre et qui nie. Un homme que ses proches soutiennent. Un homme tout simplement. Un long silence s'installa. Le juge acquiesça lentement. « Merci, maître. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer. » Les jurés se levèrent, la salle entière se figea. Pendant ce temps suspendu, Léo resta seul, debout, immobile, comme au bord d'un gouffre, les yeux dans le vide et le cœur en attente d'un verdict. Le silence dans la salle d'audience était glacial. Il ne restait plus rien des protestations, des cris, ni même des larmes. Seuls les battements de cœur, sourds et frénétiques, résonnaient dans les poitrines. Léo était debout, les poignets liés, le visage vidé, attendant. Le juge principal prit la parole solennel, le regard fixé sur les feuilles posées devant lui. Après délibération, le tribunal déclare Monsieur Léo coupable des faits qui lui sont reprochés. En conséquence, et au vu de la gravité des actes commis, il est condamné à la peine capitale. Un cri étouffé éclata du côté de Mariama. Maman Esther, absente depuis son expulsion, ne pouvait même pas assister à la fin. Paul se leva, furieux, brisé. Les sanglots fusèrent. À gauche, la famille de la victime se leva en même temps. Certains tombèrent dans les bras les uns des autres. On entendit un « La justice est faite » murmuré entre deux embrassades. Monsieur Bren hocha la tête, satisfait, les yeux levés vers le procureur qui venait les rejoindre. Poignée de main, sourire, victoire. Le président du tribunal frappa une fois du marteau. L'audience est levée. Il se leva, mais avant même qu'il ne puisse tourner les talons, un vacarme inattendu secoua la salle. Boum! Les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent d'un coup sec, résonnant comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent pris de court. Un homme entra, lentement, silencieusement. Mais sa présence parlait pour lui. Grande silhouette, barbe noire et touffue, cheveux longs noués en dreadlocks épaisses tombant jusqu'à la nuque, lunettes noires opaques, manteau long, légèrement ouvert. Il marchait comme s'il n'avait pas à demander la permission. Une démarche calme, une aura dérangeante, majestueuse, comme si le monde lui-même s'écartait sur son passage. Le procureur se redressa, les juges se figèrent, les gardes hésitèrent. Léo leva la tête, troublé. L'homme s'arrêta au centre de la salle, fixa le juge principal et déclara d'une voix grave « J'ai une requête ». La tension se coupa net. Le président fronça les sourcils. « Et vous êtes ?» « Peu importe. Ce que je viens proposer est plus important que mon nom. Ce que j'ai à dire doit être entendu par Robert, le président de la République lui-même. »« Le président ?» lança le juge, surpris. « Et que lui diriez-vous, monsieur, l'inconnu ? Que je suis porteur d'une offre qui pourrait enfin mettre la main sur l'homme le plus recherché du pays. Nuage X, l'insaisissable. » Un silence de plomb tomba dans la pièce. Les murmures fusèrent aussitôt. Le nom avait claqué comme une gifle. Nuage X. Même le procureur haussa les sourcils. Il plissa les yeux, détaillant l'homme qui, jusque-là, n'avait montré aucune nervosité. « Et quelle est cette offre, exactement ?» demanda le procureur, d'une voix prudente. « Simple, » répondit l'homme. « Nuage X est prêt à se livrer. Aujourd'hui, ici, à une seule condition. » Il désigna Léo d'un geste du menton. « Vous annulez immédiatement la condamnation de cet homme. Vous lui offrez une immunité totale, signée et validée par le président Robert. Et en retour, vous recevez la tête de Nuage X. » La salle explosa. Certains ricanèrent, d'autres crièrent au scandale. Le président du tribunal tenta de rétablir l'ordre en frappant à nouveau du marteau. Le procureur secoua lentement la tête. Ce genre de proposition, ce n'est pas comme ça que fonctionne la justice. Je comprends, et je ne suis pas là pour négocier, monsieur le procureur. Je vous transmets simplement l'offre. Vous avez 5 minutes. Passé ce délai, Nuage X disparaîtra à nouveau, et vous n'aurez plus jamais l'occasion de l'attraper. Il s'avança d'un pas. Je vous laisse juger de ce qui est plus important. Un voleur déjà condamné ou le plus grand criminel de ces dernières décennies? Le procureur se détourna, hésita, puis se dirigea vers un bureau isolé sur le côté. Je vais appeler le président. L'homme hocha la tête. Il ne souriait pas. Il savait. Quelques secondes plus tard, le procureur décrocha son téléphone. À voix basse, il expliqua tout. À l'autre bout de la ligne, le président de la République écoutait. Quand le nom Nuage X fut prononcé, la réaction fut immédiate. « Quoi? Il propose sa reddition ?» s'écria le président. «
contre la vie d'un condamné? Faites-le, signez l'immunité, vite! Monsieur le Président, avec tout le respect, ce genre de procédure est... Je m'en fous de la procédure. Cet homme a tué mon frère, je veux sa tête! Je suis prêt à tout pour ça. Vous avez ma parole. Je signe l'immunité. Et ce fut fait. Moins de 3 minutes plus tard, un fax signé du président de la République tomba dans le tribunal. Le document portait l'entête officielle, le sceau doré, et les mots tant redoutés. Immunité présidentielle accordée à Léo, citoyen libre dès à présent. Les visages se figèrent. Les juges, les gardes, les journalistes, les plaignants. Tous. C'est une blague? Hurla M. Brain en se levant. On laisse partir un tueur. Vous êtes sérieux? Sa famille l'accompagna dans ses cris. Il beuglait à l'injustice. Le procureur restait sans voix. Mais l'ordre était donné. La garde présidentielle fit irruption dans la salle, précédée de 6 agents armés. Ils ne dirent rien. L'homme à la barbe se tourna vers eux et les salua brièvement. Léo, lui, n'avait pas bougé. « Tu es libre », souffla l'homme. Et pour la première fois, Léo ne comprit rien. La salle était suspendue. Léo, malgré l'annonce de son immunité, restait immobile, debout, silencieux, incapable d'assimiler ce qui venait de se passer. Autour de lui, tout semblait irréel, les murmures des juges, les regards perdus des avocats, les cris de protestation de la famille Brain, le procureur qui relisait encore et encore le document d'immunité signé du président, et cet homme-là toujours debout au centre de la pièce, les mains croisées derrière le dos, comme s'il avait été chez lui. Le président du tribunal, d'une voix encore troublée, tenta de reprendre le fil. « Monsieur, maintenant que la requête a été acceptée et que l'immunité présidentielle a été accordée à Léo, il est temps d'honorer votre part du marché. Où est Nuage X ?» L'homme leva lentement les bras, paume ouverte vers le ciel, comme s'il s'apprêtait à prononcer une incantation, une invocation, ou peut-être quelque chose de plus ancien encore. Un silence étrange, presque sacré, s'installa. Le procureur s'avança prudemment, les sourcils froncés. « Que faites-vous » demanda-t-il. « Ce que vous m'avez demandé, » répondit l'homme d'un ton calme. « Vous vouliez Nuage X. »« Oui, c'était ça, le marché. » L'homme inspira doucement, puis ajouta, sans hausser le ton, « C'est moi, le choc. » Un raz de marée. La salle chancela, littéralement. On aurait cru que les murs allaient s'effondrer sous le poids de cette révélation. Même les juges se levèrent d'un bond, les visages figés. Un tumulte grandit, une onde d'incrédulité parcourut la foule. « Non, ce n'est pas possible. » Souffla un avocat. « Il ment !» cria un autre. Mais l'homme ne broncha pas. Il attendait. À l'extérieur, la rumeur enfla. « Nuage X, il est là, dans le tribunal. » Les journalistes firent irruption, caméras levées, micros tendus, flash en rafale. Les forces de l'ordre tentèrent de les contenir, mais la nouvelle avait déjà explosé. L'insaisissable venait de se livrer. Le procureur, le souffle court, décrocha à nouveau son téléphone. Il composa dans l'urgence. Quelques secondes plus tard, il parlait au président de la République. « Monsieur le Président, c'est lui. L'homme qui s'est présenté pour négocier, c'est Nuage X lui-même. » Un silence. Puis une voix hachée entre colère et soulagement. « Arrêtez-le, immédiatement. » Le procureur raccrocha. Il fit quelques pas vers l'homme, puis s'immobilisa devant lui. « Monsieur Nuage X, au vu de tous les crimes commis, des meurtres, des braquages, des réseaux, des disparitions, vous êtes en état d'arrestation. » Il fit un signe discret. 2 agents d'élite s'approchèrent. Sans résistance, l'homme tendit ses poignets. Les menottes claquèrent. Il ne dit rien, mais au moment où on l'escortait hors de la salle, il s'arrêta un instant devant Léo. Léo, les yeux écarquillés, haletait presque. Il murmura, sans comprendre. « Pourquoi? Pourquoi moi ?» L'homme esquissa un demi-sourire comme une énigme. « Cherche, Rockpaka !» Puis il reprit sa marche. 2 gardes le poussèrent doucement vers la sortie. Et tout le tribunal suivit du regard cette silhouette désormais chargée d'un passé que tous ignoraient. Léo, lui, resta figé, la gorge nouée. Il avait été sauvé, libéré, blanchi, mais il ne comprenait rien, absolument rien. Sa famille accourut. Mariama l'enlaça avec violence. Paul, les yeux rouges, posa la main sur son épaule, silencieux. La petite sœur de Mariama pleurait à chaudes larmes. À l'extérieur, sa petite sœur Aminata et son petit frère Moussa arrivaient en courant. Tous se serraient autour de lui, unis, confus, bouleversés, mais vivants. Du côté opposé, la famille de la victime était dévastée. M. Brain, livide, fixait le sol. Sa femme hurlait d'indignation. Son frère frappait du poing contre le banc. Un juge murmura « C'est donc ça, la justice d'aujourd'hui ? On a vendu la République pour un fantôme », grogna un autre. Et le procureur, lui-même, restait là, le regard vide. Ses convictions fracassées, son autorité contournée. Il avait vu la loi plier, s'agenouiller devant la douleur d'un président et l'aura d'un homme sorti de l'ombre. Léo leva enfin les yeux. La porte du tribunal venait de se refermer. Derrière elle,
l'homme qu'on avait traqué des années entières, avait disparu dans un couloir de béton, escorté par les siens. Nuage X était tombé, mais il avait laissé derrière lui une question sans réponse. Rock Paca. Et pour la première fois, Léo comprit qu'il ne s'agissait pas de sa fin, mais du commencement. À la sortie du tribunal, une foule s'était formée. Caméra brandie, micro tendu, flash en cascade. Les journalistes encerclaient Léo et sa famille, avides de saisir la moindre réaction, la moindre émotion. « Monsieur Léo, comment vous sentez-vous après avoir été gracié par le gouvernement ?» lança une voix dans la cohue. Léo, encore sonné, tenta de garder contenance. Il fixa l'objectif d'un journaliste, puis répondit d'un ton neutre. « On peut dire que c'est une chance inespérée, parce qu'en vérité, je ne suis pas coupable. Je ne reconnais aucun des actes dont on m'a accusé. » Une autre question fusa, plus incisive. « Et votre lien avec Nuage X, l'insaisissable, était-ce votre père? Pourquoi cet homme, recherché pendant des décennies, s'est-il sacrifié pour vous? Qu'est-ce qui vous unit ?» Léo marqua un silence, puis il lâcha, sincère. « Je ne sais pas. Je ne l'avais jamais vu. Jamais. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ce que je sais, c'est que sans lui, aujourd'hui, je serais mort. Et je ne sais pas si je le mérite. Mais je suis vivant, grâce à lui. » Paul intervint aussitôt, posant une main protectrice sur l'épaule de Léo. « Ça suffit pour aujourd'hui. Merci. Laissez-nous respirer. Laissez-le respirer. » Et d'un geste ferme, il ouvrit la portière de sa voiture. Toute la famille s'y engouffra rapidement. Léo, Mariama, la petite sœur de cette dernière prénommée Alia, ainsi que Moussa et Aminata, les plus jeunes. Ils quittèrent le tribunal, laissant derrière eux une foule agitée, partagée entre incompréhension et fascination. À la maison, dans la cour silencieuse, maman Esther était assise seule, en tailleur, sur le muret près du portail. Son regard était flou, les yeux gonflés de larmes. Mariama l'avait appelée dès leur sortie, mais elle n'avait pas pu venir. Trop de tension, trop de douleur. Quand la voiture arriva, elle ne réagit pas immédiatement. Ce n'est que lorsqu'elle vit la silhouette de Léo descendre qu'elle se leva, abasourdie. « Léo ?» murmura-t-elle. Elle se mit à courir, les bras ouverts, les larmes coulant déjà. Léo ne bougea pas. Il la laissa l'enlacer, la serrer contre elle, sangloter sur son épaule. « Mon fils, mais comment? Comment tu es là? Ils t'ont libéré, ils ont changé d'avis, mon Dieu, merci Seigneur. » Mariama s'approcha et résuma tout, la voix brisée par l'émotion. Le verdict était tombé. Peine capitale. Mais juste avant que le président ne quitte la salle, un homme est entré. Un homme venu de nulle part. Il a proposé un marché. En échange de l'immunité pour Léo, il a livré Nuage X. Maman Esther recula d'un pas incrédule. Nuage X, l'insaisissable, celui-là même. Mariama hocha la tête. Oui, et c'est lui qui s'est livré, pour Léo. Maman Esther joignit les mains. Elle s'agenouilla lentement, leva les yeux au ciel et murmura. Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, pardonne-lui, je t'en supplie. Pardonne cet homme, tu connais ses fautes. Mais aujourd'hui, il a fait ce que personne n'a osé faire. Il a sauvé mon fils. Qu'il trouve grâce à tes yeux. Qu'il trouve la paix, même au fond d'un cachot. Un peu plus tard, alors que tout le monde s'était installé dans le salon, Léo se leva. « Il faut que j'y aille. »« Quoi ?» s'écria Mariama. « Tu viens à peine d'être libéré? Tu vas pas encore partir? J'ai besoin de réponses. Quelqu'un a voulu me faire tomber, et je dois savoir qui. Je dois comprendre pourquoi. » Paul s'approcha. « Tu peux au moins attendre demain. »« Non, maintenant. » Et sans un mot de plus, il quitta la maison. Léo rentra chez lui, dans le quartier nord. Un quartier résidentiel où il vivait discrètement depuis des années. Sa maison sobre mais moderne était équipée de tout un arsenal électronique. Un ancien repère, un ancien monde. Celui d'un homme qui savait toujours quoi faire. Mais aujourd'hui, même les murs familiers semblaient étrangers. Il se déshabilla lentement, déposa sa veste sur le fauteuil et s'enferma dans la salle de bain. L'eau chaude ruissela longtemps, trop longtemps. Il ne savait plus s'il se lavait du tribunal, de la peur ou du poids de cette dette qu'on avait contractée pour lui, sans qu'il le demande. Une heure plus tard, il passait le portail du centre pénitentiaire. Il déclina son identité, présenta les autorisations nécessaires. On l'orienta vers l'unité carcérale des femmes. Dans une petite salle d'entretien, une surveillante vint prévenir. « Madame Aïssatou, vous avez une visite. » Quelques minutes plus tard, elle apparut, fatiguée, les traits tirés, méfiante. Ils s'assirent face à face. Un silence. Puis Léo parla. « Qu'est-ce qui est arrivé à David ?» Aïssatou serra les poings. « C'est à toi de me le dire. On m'a dit que c'est toi qui as organisé son assassinat. Tu l'as tué. C'est ce qu'ils disent. Tu penses vraiment ça de moi? Tu crois que je serais venu jusqu'ici en prison pour le faire tuer? Si je voulais m'en débarrasser, je l'aurais fait bien avant. Au fleuve. Là où votre sort a été scellé, souviens-toi. » Elle baissa légèrement les yeux.
C'est ce que j'ai entendu, Léo. Les rumeurs, c'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai que ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton genre. Tu aurais eu 1000 occasions. Léo fronça les sourcils. Alors dis-moi, qui? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais va voir ses amis. Tu te souviens de ceux qui étaient avec lui ce jour-là au fleuve? Adama, Khalil et Saïdou. Les 3 gars? Oui, mais on les connaît sous d'autres noms. Blade, Ghost et Hawk. Ils sont encore incarcérés, eux aussi. Si quelqu'un peut savoir ce qui s'est passé, c'est eux. Léo hocha lentement la tête. Merci. Aïssatou, les larmes au bord des yeux, ajouta « Dis à Paul de penser à moi. Je ne tiens plus ici. Je souffre, Léo. Chaque jour un peu plus. Je ne te promets rien, mais je transmettrai. » Ils échangèrent un dernier regard. Puis Léo se leva, récupéra ses affaires et sortit. Son prochain arrêt était déjà clair. Il devait rencontrer Blade, Ghost et Hawk. Le soleil était déjà haut lorsque Léo arriva à la prison centrale de Kuma, celle des hommes. Les formalités d'entrée réglées, il demanda à voir Blade. On lui accorda les minutes réglementaires pour les visites, et on le conduisit dans un parloir exigu, surveillé de près. Blade entra, les menottes au poignet, escorté par un garde qui resta en retrait. Il s'assit. Son regard fatigué croisa celui de Léo. « Qu'est-ce qui est arrivé à David ?» demanda Léo, sans détour. Blade ne répondit pas tout de suite. Il soupira, baissa les yeux, puis murmura « On dit que c'est toi, que tu as fait assassiner David en prison. Je suis pas venu jouer à ça, Blade. Tu sais très bien que ce n'est pas moi. Je suis innocent. Je suis là pour comprendre. Dis-moi ce que tu sais. » Silence. Puis Blade se pencha légèrement vers Léo. « Ce qui est arrivé, c'était prévu. David n'a pas tenu 2 jours ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Son frère Brain, il a un passif. Il avait piégé un gros poisson, un trafiquant rival. Le gars a pris perpète. Et ce gars avait juré que si un jour un membre de la famille Brain posait un pied en prison, il le ferait payer. David a été arrêté. 2 jours après, il était mort, assassiné dans sa cellule. Léo fronça les sourcils. Donc c'était une vengeance? Exactement. David est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Quand Brain a appris qu'il avait été arrêté, c'était trop tard. S'il l'avait su plus tôt, il aurait retourné le système, crois-moi. Tu parles de lui comme s'il avait ce pouvoir. Il l'a, répondit Blade, sérieux. Ne le sous-estime jamais. Je suis presque sûr que ton accusation, c'est lui. C'est lui qui est derrière tout ça. Léo se redressa. Pourquoi? Pourquoi me piéger moi? Blade le fixa. Parce que c'est toi qui as fait arrêter son frère. Tu l'as conduit droit à la case prison. Et comme David est mort ici, c'est toi qui payes. Œil pour œil. Léo se leva à demi, troublé. Attends, mais comment il aurait pu créer une vidéo où l'on me voit en train de saboter sa voiture? Je ne suis jamais allé chez lui. Blade haussa un sourcil, un sourire désabusé au coin des lèvres. C'est tout lui, ça. Il est malin. C'est un pro des pièges, un cerveau. Tu n'as pas idée. Je l'ai bien vu, dit Léo. Non, rectifia Blade. Tu n'as rien vu encore. Ce type, on ne l'appelle pas Brain pour rien. Il a un doctorat en psychologie. Léo écarquilla les yeux. Un criminel avec un doctorat en psycho? Bienvenue au pays, frérot. Il utilise ses diplômes pour manipuler les esprits, pas pour aider les âmes. C'est son pouvoir. Un silence. Et les autres? Ils savent quelque chose? Le seul qui pourrait en dire plus, c'est Khalil. Ghost, il est dehors. Léo sursauta. Il est dehors? Comment ça? Son père est quelqu'un de très bien placé. Il ne lui a pas fallu longtemps pour faire sauter les verrous. Léo serra les dents. Ce pays, c'est n'importe quoi. Blade ricana. Toi-même, tu as échappé à la peine capitale. Grâce à un fantôme. Tu es mal placé pour faire la morale. Ici, tout est possible. Tout est contournable. Léo acquiesça. Il n'avait pas tort. Tu sais où je peux le trouver? Je crois oui. Il traîne souvent dans le quartier des quais. Je vais te donner une adresse. Il ne s'en cache pas trop, ce lâche. Blade lui indiqua verbalement une rue, un entrepôt désaffecté reconverti en squat. Léo le remercia, salua le gardien et quitta le pénitencier, l'esprit en feu. L'après-midi touchait à sa fin lorsque Léo atteignit les quais. L'air marin piquait les narines. Il avança discrètement jusqu'à l'endroit désigné. Un vieil entrepôt rouillé. À travers une fente, il aperçut une silhouette familière. Ghost, Khalil, même allure, même regard inquiet. Léo poussa la porte. La charnière grinça. Ghost leva les yeux. Quand il aperçut Léo, il se figea. Puis d'un geste instinctif, il tourna les talons. « Ghost !» cria Léo. Trop tard. Il détalait déjà. Léo s'élança à sa poursuite. Ils zigzaguèrent entre des conteneurs, des chariots abandonnés, des filets de pêche. Mais Léo le rattrapa, le plaqua brutalement contre un mur. « Tu fuis pourquoi? T'as quelque chose à te reprocher? Je croyais que tu venais me cogner, » se défendit Ghost. « Je croyais que tu voulais me remettre en prison. Ce que je veux, c'est la vérité. La vérité sur David et sur ce qu'on m'a fait. » Ghost tenta de se dégager. Léo resserra son emprise. « C'est toi qui l'as tué, » bredouilla Ghost. « Tout le monde le dit. » Léo leva le poing. «
Encore un mot de trop et je t'arrache les dents. Il approcha, menaçant. Ghost déglutit. Léo lui asséna un coup au ventre. Le souffle coupé, Ghost s'effondra à genoux. D'accord, d'accord, je parle. Léo attendit. Quand je suis sorti, Brain m'a contacté. Il était furieux. Il m'a demandé ce que je savais de l'arrestation de son frère. Je lui ai tout dit. Comment ça s'était passé, ce que tu avais fait. Léo serra les poings. Et ensuite, il m'a demandé de te surveiller, d'en savoir plus sur toi, de prendre des photos, de te suivre, de noter tout ce que tu faisais. J'ai même pris des clichés de ta maison. Ma maison? Enfin, celle de ta famille. Je ne savais pas. Mais c'est là que je t'ai vu pour la première fois. Et j'ai pris des photos de toi ce jour-là quand tu installais des caméras à la villa. Léo gronda. Et après, j'ai tout remis à Brain. C'est tout ce que j'ai fait, je te jure. Le reste, la vidéo, c'est lui. Moi, je ne sais pas comment il a fait, mais il a ses moyens. Léo recula lentement. Il avait enfin compris. Le marionnettiste était là depuis le début, dans l'ombre. Brain. Et cette fois, il allait devoir l'affronter. La nuit tombait sur Kuma. Le ciel, couvert de nuages lourds, semblait retenir sa pluie comme la tension qui habitait Léo. Il avançait à pas feutrés dans une ruelle sombre du quartier de la Corniche. Ghost lui avait donné une adresse, à contre-cœur, celle de Brain. Une grande maison protégée par des murs hauts, surplombés de caméras, trônait dans une parcelle bien gardée. Pour un homme comme Léo, l'accès n'était qu'une formalité. Un vieux instinct de voleur reprit le dessus. Il repéra un angle mort entre deux projecteurs, escalada discrètement un muret de sécurité et posa une main sur la crête du mur. Clac! Le bruit sec et froid d'un cran de sûreté brisait net la nuit. Une arme venait d'être armée dans son dos. « Ne bouge pas », dit une voix grave. Léo gela sur place. Lentement, il leva les mains, les doigts bien écartés. « Descends, doucement. » Léo obéit. Il posa le pied au sol sans un bruit, puis fit face en gardant les mains sur la tête. Des pas s'approchèrent dans le gravier. Une voiture garée en retrait alluma soudain ses phares, l'éclairant de plein fouet. 3 hommes l'encerclèrent, et devant la voiture, adossé au capot, attendait Brain. Costume gris clair, sourire de prédateur, il fumait une cigarette comme si tout était déjà écrit. Alors le survivant vient jusqu'à ma porte. Tu voulais me voir? Je savais que tu viendrais. Léo le fixa, les poings toujours serrés. Tu m'as piégé, lança-t-il. Pourquoi? Brain s'approcha, posant une main sur son torse, faussement bienveillant. Et toi, tu as tué mon frère et ma nièce. Tu voulais que je t'envoie une carte de remerciement? Ce n'est pas moi, répondit Léo, la voix tendue. Je ne suis responsable d'aucun des deux. C'est toi qui as fait arrêter David, Léo. S'il est mort, c'est à cause de toi. Il n'aurait jamais mis les pieds en prison sans toi. C'est pour ça que tu as monté ce coup contre moi. Exactement. Tu comprends vite. Et ma nièce, elle n'était même pas visée, la pauvre. C'est le type qui a tué David qui voulait me descendre, moi. Il a trafiqué ma voiture. Ce jour-là, c'est elle qui l'a prise. Léo resta sans voix. Les caméras avaient tout enregistré. Mais comme d'habitude, j'ai su trop tard. Quand j'ai appris la mort de David et celle d'Aya, dans un même souffle, je devais me venger. Et Ghost venait de sortir. Il m'a tout raconté. Ce que tu avais fait, où tu vivais. Il m'a même donné des photos de toi. Léo serra les poings, les dents, les tripes. Et la vidéo dans laquelle on me voit piéger ta voiture. Brain sourit. Oh ça, j'ai des contacts. Avec ce qu'il m'avait donné, c'était un jeu d'enfant. Une image, un angle, une manipulation. Et le monde entier t'a condamné. Tu n'es qu'un salaud, grogna Léo. Il fit un pas en avant, prêt à lui casser le visage. Un des gardes le frappa violemment à l'épaule avec la crosse de son arme. Léo vacilla, mais juste une seconde. Puis tout explosa. En moins de 10 secondes, Léo renversa les 3 gardes. Un enchaînement fulgurant, un coup de genou, un crochet, une clé de bras. Ils étaient au sol, assommés. Il arracha les armes, vida les chargeurs et jeta les pièces loin derrière lui. Brain recula, impressionné. « Je comprends pourquoi tu as eu mon frère. Tu es une sorte de ninja, hein ?» Léo ne répondit pas. « Je ne suis pas venu me battre. Je suis venu pour des réponses. Tu les as eues. Je t'ai piégé et tu l'as mérité. » Léo s'approcha encore, le regard fixe. « Alors réponds-moi à une dernière question. Qu'est-ce que tu sais sur Rockpaka ?» Brain haussa un sourcil interloqué. « Rockpaka, qu'est-ce que ce nom vient faire là-dedans ?»« C'est Nuage X. Avant de se faire arrêter, il m'a dit de le trouver. Cherche Rockpaka. Tu le connais ?» Brain sembla troublé. Pour la première fois, il perdit son assurance. « Ouais, je l'ai connu, il y a longtemps, j'étais gosse. Alors dis-moi ce que tu sais. Je ne peux pas t'aider. » Pourquoi ? Parce qu'il est mort. Depuis des années. Il a péri dans l'incendie de sa maison. On n'a jamais su pourquoi. Mais il est bel et bien mort. Léo resta figé. Encore une impasse. Encore une énigme sans issue. Pourquoi Nuage X m'enverrait vers un mort ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce gars était étrange, dit Brain en le fixant.
Peut-être que seul un fou peut comprendre un autre fou. Il ramassa une feuille dans sa poche, griffonna une adresse. Mais si tu veux tenter ta chance, va voir ce vieux. Il tient une vieille maison d'édition, le genre de type qui vit avec ses archives. Il connaît tout ce que le pays cache. Peut-être qu'il pourra t'aider. Léo prit le papier sans un mot. Bren se retourna vers ses hommes, toujours groggy. « Relevez-vous, bande de faiblards, on se tire. » Avant de monter dans la voiture, il lança un dernier regard à Léo. Le survivant, bonne chance avec les morts. Le lendemain matin, Léo se rendit à l'adresse indiquée. Une vieille bâtisse poussiéreuse aux volets fatigués, couverte de journaux anciens et d'affiches d'archives. Une enseigne en fer forgé, édition du Levant. Un vieillard au regard perçant lui ouvrit la porte. « Je peux vous aider ? Je cherche des informations sur un certain Rock Paca. » Le vieux le fixa longuement, sans répondre. Puis il tourna les talons et l'invita à entrer. Dans le fond, une porte grinça. Une pièce remplie de classeurs, de tiroirs métalliques, de vieux journaux empilés. Il en sortit un, jauni, daté de plus de 20 ans. Sur la une, Dramakuma, un homme brûlé vif dans sa maison. Mystère autour de la mort de Rock Paca. Léo resta pétrifié. Il est mort dans l'incendie de sa maison. Personne n'a jamais su les raisons. Il vivait seul, pas de famille connue. Vous êtes sûr ? C'est ce que disent les archives. Pourquoi vous le cherchez ? Quelqu'un m'a demandé de le trouver. Quelqu'un d'important nommé l'insaisissable. Vous parlez de Nuage X ? Léo hocha la tête. Oui, le vieux se pencha en avant. Je peux vous interviewer ? C'est une histoire incroyable. C'est vous, le gars qui l'a sauvé ? Oui, mais je ne suis pas là pour ça. Je cherche juste des réponses. Je vous promets, quand je saurai tout, je reviendrai. Vous aurez ce que vous voudrez. Le vieux soupira. Prenez le journal. Peut-être que vous trouverez quelque chose. Léo prit l'exemplaire et quitta les lieux. Il marcha longtemps, perdu dans ses pensées. Pourquoi Nuage X lui avait demandé de trouver un mort? Et s'il n'était pas vraiment mort? Et s'il y avait un lien? Était-il son sauveur, son père? Un inconnu au cœur trop grand? Il rentra chez Paul à la tombée du jour. Toute la famille était là, rassemblée, inquiète. Paul l'interpella. « Alors, tu as trouvé des réponses ?» Léo posa le journal sur la table. Maman Esther, en le voyant, pâlit. Ses mains tremblèrent, elle se leva lentement, approcha, fixa la une. Puis elle recula, bouche bée. « Où as-tu eu ce journal ?»« Chez un vieux, » répondit Léo. « Pourquoi ? Cet homme, je ne pourrai jamais l'oublier. » Tous la regardèrent. « C'est lui. C'est lui qui est venu à l'orphelinat me dire qu'un bébé avait été abandonné près des ordures. C'est à cause de lui que je t'ai trouvé, Léo. » Il avait l'air perturbé, poursuivi. Il a disparu juste après. Mais ce visage, je ne l'ai jamais oublié. Léo tourna lentement la tête vers le journal. La date de sa mort, le lendemain du jour où maman Esther l'avait recueilli. Il chancela, incapable de parler. Son cœur battait plus fort que jamais. Et si Rock Paca n'était pas qu'un nom, pas qu'un souvenir, pas qu'un fantôme, et si tout avait commencé bien avant lui? Léo restait là, debout, le regard perdu dans le vide. Les mots de maman Esther résonnaient encore dans sa tête. Ce visage sur le journal. Ce visage, c'était lui, l'homme qu'elle n'avait jamais pu oublier. Paul, à son tour, prit le journal entre ses mains. Il plissa les yeux, balaya les lignes. Puis, soudainement, il fronça les sourcils. « Léo, tu as essayé de voir le médecin, Michel ?» Léo se retourna lentement vers lui. « Pourquoi ?»« Regarde ici », répondit Paul en pointant un passage de l'article. C'est écrit noir sur blanc. Le rapport d'autopsie a été signé par le docteur Michel Cona, médecin légiste de la morgue centrale. C'est lui qui a confirmé l'identité de Rock Paca, non? Léo haussa les épaules, agacé. Et alors, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Paul le fixa, un léger sourire au coin des lèvres. Je ne sais pas. C'est toi qui joues les détectives, non? Je me disais simplement que, dans les films, les légistes ont souvent leurs petits secrets. Peut-être a-t-il remarqué un détail dissimulé quelque chose, ou sait-il précisément de quoi il est mort, ce qui peut parfois différer de la version officielle. Tu vois ce que je veux dire? Un silence. Puis Léo se redressa d'un coup. « Papa, tu es un génie. »« Ah, quoi ?» fit Paul, surpris. « T'es un génie. » Léo attrapa le journal et courut vers la sortie. « Léo, où tu vas ?» lança Paul. « J'arrive. Merci, papa !» répondit Léo en claquant la porte. Paul resta là, interdit. Puis il sourit, dans un murmure. « Y a pas de quoi, si j'ai pu aider. » Aminata arriva dans le salon. « Papa, où est-ce qu'il va encore ?» Paul ne répondit pas. « J'ai comme l'impression qu'il est en train de tout faire pour finir à nouveau derrière les barreaux. Je suis la seule à ressentir ça ?» ajouta Aminata. Tout le monde resta silencieux. Maman Esther fixait le sol, le cœur serré. C'est alors que Moussa, d'un ton pseudo-solennel, lança « À chacun son nid. Aucun chien ne peut se détourner de l'os. » Toute la famille se retourna vers lui. « Ferme-la !» répondirent-ils tous en chœur. Moussa baissa la tête. « Ok, désolé.
Léo, de son côté, se dirigea vers la morgue centrale, selon les informations notées dans le journal. Après quelques questions posées à des employés, il fut dirigé vers un homme en blouse blanche, penché sur des documents dans un bureau exigu. « Bonjour, je cherche le docteur Michel. » L'homme leva les yeux. Âgé, lunettes glissées sur le nez, il le regarda sans dire un mot. « C'est vous? Ça dépend. Vous êtes qui? »« Je suis Léo. Je cherche des réponses sur Rock Paca. » Le docteur enleva ses lunettes lentement. « Pourquoi? Je cherche juste à comprendre. Quelqu'un m'a demandé de le retrouver, et je découvre maintenant qu'il est mort, brûlé. Et c'est vous qui avez signé son autopsie. » Le docteur resta silencieux un instant, le regard planté dans celui de Léo. « Comment tu t'appelles, tu dis? »« Je m'appelle Léo, mais mon nom de naissance, c'est Isaac. » Le médecin se figea. Léo sentit un frisson dans l'air. « Isaac? Isaac Dembélé ?» Léo écarquilla les yeux. « Comment? Vous savez ça? Tu es bien Isaac Dembélé, pas vrai? » Le souffle de Léo se coupa. Il ne répondit pas. « Tu es venu seul? »« Oui. »« Donne-moi ton téléphone. »« Pardon? Donne-moi ton téléphone. » Léo hésita, mais l'insistance dans le ton du vieil homme ne laissait pas de place au refus. Il le lui tendit. Le médecin éteignit l'appareil, le glissa dans un tiroir, verrouilla. Puis il ouvrit la porte. « Suis-moi. » Ils montèrent dans une vieille voiture. Pendant tout le trajet, aucun mot ne fut échangé. La route s'étirait vers une périphérie oubliée. Après 20 minutes, ils s'arrêtèrent devant une vieille maison, une villa délabrée, noyée sous la végétation. « C'était chez mes parents, dit le docteur. Maintenant, c'est un sanctuaire. » Ils pénétrèrent à l'intérieur. Tout était recouvert de draps, de poussière. Michel écarta quelques cartons, puis ouvrit un vieux coffre. « J'ai gardé ça toutes ces années. Je ne pensais jamais devoir le montrer. » Il sortit une boîte, puis une cassette VHS poussiéreuse. « Assieds-toi. » Léo s'installa face à un antique téléviseur. Le docteur inséra la cassette dans un magnétoscope qui peina à démarrer, grinça, hésita. Puis, soudain, l'écran s'alluma. L'image était tremblante. Un homme apparut, assis, vêtu simplement. Ses yeux fixaient la caméra. C'était lui, Rock Paca. « Si tu regardes cette vidéo, disait-il, c'est que tu es Isaac. Et si tu es devant cet écran, c'est que je ne suis plus là. » Léo retint son souffle. « Je veux que tu saches pourquoi tu as grandi seul, pourquoi tu as été séparé de tes vrais parents. Je veux que tu comprennes ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Ce n'était pas un choix de cœur, Isaac, c'était une nécessité. » Un silence s'installa, suspendu. L'image grésilla brièvement, se brouilla puis reprit, hachée de parasites. « Je suis Rock Paca. J'avais une mission sur toi, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.